En janvier 1855, dans une plantation isolée du comté de Warren, Mississippi, une femme a pris une décision qui allait hanter les mémoires pendant plus d'un siècle. Elle a enfermé ses 5 fils avec une esclave dans l'ancienne cave à provisions de la propriété. Pendant 32 jours, ce qui s'est passé dans cette pièce sans fenêtre a changé le cours de dizaines de vies, détruit l'une des familles les plus puissantes de l'État et laissé des traces dans les archives judiciaires qui demeurent scellées encore aujourd'hui. Avant de poursuivre cette histoire, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez-nous un commentaire en nous disant de quelle ville vous nous écoutez. Ces récits oubliés méritent d'être partagés. Ce qui suit n'est pas une légende. Ce sont des événements reconstitués à partir de lettres privées, de témoignages judiciaires partiellement détruits et de journaux intimes découverts dans les années 1970, lors de la démolition d'une vieille demeure près de Vicksburg. Les noms ont été légèrement modifiés pour protéger les descendants, mais les faits, aussi dérangeants soient-ils, demeurent intacts. Le comté de Warren, Mississippi, dans les années 1850, représentait l'essence même du Sud-Américain d'avant-guerre. Les plantations de coton s'étendaient sur des milliers d'acres, travaillées par des centaines d'esclaves, et les familles qui les possédaient formaient une aristocratie aussi rigide que celle de n'importe quelle monarchie européenne. Le fleuve Mississippi serpentait paresseusement à travers ces terres, transportant la richesse vers la Nouvelle-Orléans et de là vers le monde entier. La propriété Harlow se situait à environ 12 miles au nord de Vicksburg, sur une légère élévation qui offrait une vue dominante sur les champs environnants. La demeure principale, construite en 1838, était une imposante structure à colonnes blanches, typique du style néo-grec qui définissait l'architecture des planteurs prospères. 3 étages de briques recouvertes de stuc, des galeries profondes à chaque niveau, des volets verts qui restaient fermés pendant les mois d'été pour préserver la fraîcheur intérieure. Mais c'était sous cette élégance que se cachait le véritable cœur de la propriété. Les caves. Creusées profondément dans la terre argileuse, elles servaient à conserver les provisions, à stocker le vin et dans une section séparée accessible uniquement par un escalier étroit depuis les cuisines, à entreposer les outils et les équipements agricoles. Cette dernière section était la plus ancienne, datant de l'époque où la terre appartenait encore à une famille française qui avait fui la Louisiane après les révoltes d'esclaves de 1811. Des murs de pierre brute, un plafond voûté bas qui suintait l'humidité même en plein été, et une seule porte de chêne massif renforcée de fer. Margaret Harlow avait épousé Theodore Harlow en 1832 à l'âge de 16 ans. Lui en avait 42. C'était un mariage arrangé entre 2 familles de planteurs, une alliance stratégique qui fusionnait des terres et consolidait le pouvoir. Théodore était un homme dur, formé aux anciennes méthodes, qui gérait sa plantation avec une efficacité brutale. Il était respecté à Vicksburg, membre du conseil municipal, reconnu pour sa productivité et sa discipline. Personne ne questionnait ses méthodes. Margaret lui avait donné 6 fils en 13 ans. L'aîné Edmund était né en 1833, puis William en 1835, Charles en 1837, Robert en 1839 et les jumeaux Henri et Thomas en 1842. Le dernier, un enfant prématuré, était mort 3 jours après sa naissance en 1845. Théodore était mort 6 mois plus tard, d'une fièvre contractée lors d'un voyage d'affaires à Natchez. À 30 ans, Margaret se retrouvait veuve, seule responsable d'une plantation massive de 163 esclaves et de 5 garçons, dont l'aîné avait 13 ans. Les conventions de l'époque suggéraient qu'elle devait se remarier rapidement, confier la gestion à un homme capable. Mais Margaret avait d'autres idées. Elle avait observé son mari pendant 13 ans. Elle avait appris, et elle savait qu'elle pouvait faire mieux. Les premières années après la mort de Théodore furent difficiles. Les contremaîtres blancs testaient son autorité. Les planteurs voisins attendaient qu'elle échoue. Certains faisaient des offres pour racheter ses terres à des prix dérisoires. Mais Margaret tenait bon. Elle était méthodique, impitoyable dans sa gestion, et refusait tout compromis.
Elle assistait personnellement aux ventes aux enchères d'esclaves à Natchez et Vicksburg, choisissait elle-même les travailleurs les plus forts, négociait durement les prix du coton avec les courtiers de la Nouvelle-Orléans. Ses fils grandissaient dans cette atmosphère de contrôle absolu. Edmund, William et Charles avaient hérité du tempérament de leur père, autoritaires, prompts à la colère, convaincus de leur supériorité naturelle. Robert était plus calme, plus réfléchi, mais tout aussi inflexible. Les jumeaux, Henri et Thomas, étaient les plus jeunes, encore malléables, observant leurs frères aînés avec un mélange d'admiration et de peur. L'éducation que Margaret imposait était spartiate. Levé à l'aube, leçons de latin et de grec avec un précepteur importé de Charleston, entraînement équestre, maniement des armes, comptabilité agricole. Pas de douceur, pas d'indulgence. Elle voulait former des hommes durs, capables de maintenir l'empire qu'elle construisait. Les punitions pour toute désobéissance étaient sévères et publiques. Elle les faisait fouetter devant les esclaves domestiques, humiliation calculée pour leur enseigner que l'autorité ne se négociait pas. Mais quelque chose commença à se fissurer au début de l'année 1854. Edmund, alors âgé de 21 ans, manifesta de plus en plus ouvertement son désir de prendre le contrôle de la plantation. Il contestait les décisions de sa mère lors des réunions avec les contremaîtres, proposait des changements qu'elle refusait systématiquement. Les tensions montaient. William et Charles se rangeaient naturellement aux côtés de leur frère aîné. Robert observait, silencieux, mais Margaret sentait qu'elle perdait progressivement sa mainmise sur ses fils. L'incident qui déclencha tout se produisit le 23 décembre 1854, 2 jours avant Noël. Une esclave nommée Sarah travaillait dans la demeure principale depuis son achat en 1849. Elle avait été achetée jeune, à 15 ans, lors d'une vente aux enchères à Natchez, pour servir comme femme de chambre personnelle de Margaret. Sarah était d'une beauté remarquable, des traits délicats, une intelligence vive que Margaret avait rapidement identifiée et exploitée. Elle l'avait formée aux tâches domestiques les plus délicates. Entretien des vêtements précieux, coiffure, préparation des bains, service lors des réceptions. Mais Sarah possédait quelque chose de plus dangereux que sa beauté ou son intelligence. Elle savait lire. C'était un secret soigneusement gardé, un crime passible de châtiments sévères dans tout le Sud. Sarah avait appris enfant, enseignée en cachette par la fille d'un missionnaire abolitionniste avant d'être vendue. Elle ne l'avait jamais révélé, consciente du danger mortel que cela représentait. Le 23 décembre, Margaret découvrit Sarah dans son bureau privé, au 2e étage de la demeure. La porte était entr'ouverte. Sarah était debout devant le secrétaire en acajou, tenant entre ses mains le registre personnel de Margaret, celui où elle consignait non pas les comptes de la plantation, mais ses pensées les plus intimes, ses craintes, ses observations sur ses fils, ses stratégies pour maintenir son contrôle. Le journal était ouvert à une page datée du 15 décembre. Margaret y avait écrit son inquiétude grandissante face à la rébellion larvée de ses fils, sa conviction qu'Edmund complotait pour la faire déclarer incompétente et prendre le contrôle légal de la propriété. Elle y décrivait ses fils avec une froideur clinique, analysant leurs faiblesses, leurs ambitions, leurs jalousies mutuelles qu'elle entretenait délibérément pour les maintenir divisés. Sarah leva les yeux. Un instant de silence électrique. Margaret comprit immédiatement tout ce que cela signifiait. Cet esclave savait lire. Cet esclave avait lu ses pensées les plus secrètes. Cet esclave connaissait maintenant ses vulnérabilités, ses peurs, la fragilité de son empire. La réaction de Margaret fut glaciale. Pas de cris, pas de violence immédiate. Elle referma simplement la porte derrière elle, tourna la clé dans la serrure et s'approcha lentement de Sarah. Sa voix, lorsqu'elle parla, était calme, presque douce. « Depuis combien de temps sais-tu lire » Sarah ne répondit pas. Elle tenait toujours le journal, les mains tremblantes. « Depuis combien de temps entres-tu ici et lis-tu mes affaires personnelles » Toujours pas de réponse. Margaret lui prit le journal des mains, le referma avec soin et le replaça dans le tiroir qu'elle verrouilla. Puis,
Elle se tourna vers Sarah. « Tu comprends ce que tu as fait? Tu comprends ce que cela signifie ?» Sarah hocha la tête, les larmes commençant à couler sur ses joues. Elle savait parfaitement ce qui l'attendait. La loi du Mississippi autorisait les châtiments les plus sévères pour un esclave surpris en train de lire. La mutilation, la vente immédiate vers les plantations de sucre de Louisiane où l'espérance de vie se comptait en années. La mort. Mais Margaret ne fit rien de tout cela. Elle appela simplement 2 servantes de confiance et fit enfermer Sarah dans une petite chambre au 3e étage, celle qui servait autrefois de nursery. Une pièce sans issue, avec une seule fenêtre étroite donnant sur l'arrière de la propriété. Elle y resta pendant les jours qui suivirent, recevant de la nourriture et de l'eau, mais sans contact avec quiconque. Margaret passait son temps à réfléchir. Le problème de Sarah était symptomatique d'un problème plus vaste. Ses fils devenaient incontrôlables. Edmund avait ouvertement défié son autorité lors du dîner de Noël, déclarant devant toute la famille qu'il était temps que les hommes reprennent le contrôle de ce qui leur appartenait. William et Charles avaient approuvé. Robert était resté silencieux, mais son silence était éloquent. Même les jumeaux, à 13 ans, commençaient à adopter l'arrogance de leurs frères aînés. Margaret comprit qu'elle devait agir de manière radicale. Elle devait briser cette rébellion avant qu'elle ne devienne irréversible. Et Sarah, cette esclave qui avait violé l'ordre le plus sacré, allait devenir l'instrument de cette leçon. Le plan que Margaret élabora pendant ces jours était d'une logique implacable et terrifiante. Elle avait observé comment ses fils traitaient les esclaves, avec cette violence gratuite, cette cruauté nonchalante qui caractérisait tant de jeunes planteurs. Elle avait vu Edmund fouetter un serviteur jusqu'à l'évanouissement pour avoir renversé du vin sur sa chemise. Elle avait entendu William et Charles rire en forçant un jeune esclave à se battre contre un autre pour leur divertissement. Elle savait que Robert, malgré son calme apparent, était peut-être le plus dangereux, car sa cruauté était méthodique, calculée, jamais impulsive. Ses fils se comportaient comme des enfants gâtés, jouant avec des jouets. Ils n'avaient aucune compréhension réelle du pouvoir, de la responsabilité, des conséquences. Margaret avait construit cet empire en comprenant que l'autorité absolue nécessitait un contrôle absolu, d'abord sur soi-même, ensuite sur les autres. Ses fils n'avaient que la brutalité, pas la discipline. Elle allait leur enseigner les deux. Le matin du 7 janvier 1855, Margaret convoqua ses 5 fils dans le grand salon. Elle leur annonça qu'elle avait découvert une trahison grave. Une esclave avait été surprise en train de lire ses documents personnels, violant ainsi la loi et l'ordre naturel. Cette esclave devait être punie, mais la punition serait également une leçon pour eux. « Vous vous comportez comme si cette propriété vous appartenait déjà », déclara-t-elle d'une voix dure. « Vous croyez savoir ce que signifie commander, contrôler, maintenir l'ordre. Vous ne savez rien. Vous êtes des enfants qui jouent avec des armes que vous ne comprenez pas. » Edmund se leva, furieux, mais Margaret leva la main pour le faire taire. « Vous allez apprendre ce que signifie vraiment le pouvoir. Vous allez apprendre ce qu'il coûte. Vous allez apprendre que chaque décision a des conséquences et que ces conséquences doivent être assumées entièrement. » Elle leur expliqua alors son plan. Ils allaient être enfermés avec Sarah dans l'ancienne cave à provisions, pendant un mois, 30 jours complets. Ils auraient de la nourriture, de l'eau, des couvertures, des lanternes et de l'huile. Mais rien d'autre. Pas de contact avec l'extérieur, pas de possibilité de sortir. Et ils devraient décider eux-mêmes, collectivement, du sort de Sarah. Vous voulez le pouvoir? Vous voulez commander? Alors montrez-moi que vous pouvez prendre une décision difficile ensemble. Montrez-moi que vous pouvez maintenir l'ordre parmi vous. Montrez-moi que vous êtes capable de plus que de la violence stupide et de la rébellion infantile. Le silence qui suivit était épais, incrédule. Edmund fut le premier à retrouver sa voix. « Vous êtes devenue folle. Vous ne pouvez pas faire cela. » Margaret sourit, un sourire froid et terrible. « Je peux faire exactement ce que je veux. Cette propriété m'appartient. Vous êtes mes fils, mineurs selon la loi.
Et si vous refusez, je vous déshérite tous les 5 et vends cette terre demain. » Elle n'était pas en train de bluffer. Il le savait. Margaret Harlow ne bluffait jamais. L'enfermement commença l'après-midi même. Margaret avait tout préparé méthodiquement. La cave avait été nettoyée, équipée de 6 paillasses avec des couvertures, de cruches d'eau alignées contre le mur, de caisses contenant du pain, de la viande salée, des fruits secs, des biscuits. 2 lanternes à huile avec des réserves suffisantes pour éclairer modérément pendant 30 jours. Un seau hygiénique dans un coin. Pas de livres, pas de cartes, pas de distraction. Juste 4 murs de pierre, un plafond bas et voûté et une porte qu'on allait verrouiller de l'extérieur. Les 5 frères furent conduits en premier, accompagnés par 4 contremaîtres armés que Margaret avait mis dans la confidence. Edmund protestait violemment, menaçant, jurant qu'il y aurait des conséquences. William et Charles étaient sous le choc, silencieux. Robert observait sa mère avec une expression indéchiffrable. Les jumeaux, Henri et Thomas, étaient terrifiés, trop jeunes pour vraiment comprendre ce qui se passait. Puis Sarah fut amenée. Elle marchait avec dignité, malgré la peur visible dans ses yeux. Elle savait qu'elle allait être enfermée avec 5 hommes, qui avaient toutes les raisons de lui en vouloir, qui avaient été élevés à considérer les esclaves comme moins qu'humains, qui avaient maintenant 1 mois entier pour décider de son sort. Margaret s'adressa une dernière fois à ses fils avant de fermer la porte. « Dans 30 jours, je reviendrai. Vous me direz alors ce que vous avez décidé concernant cet esclave, et vous m'expliquerez comment vous avez pris cette décision. Si vous avez appris quelque chose, nous en reparlerons. Si vous n'avez rien appris, vous ne méritez pas l'héritage que je vous prépare. » La porte se referma. Le bruit de la clé tournant dans la serrure résonna dans le silence soudain. Puis, le son de la barre de fer qu'on glissait dans les supports pour renforcer la fermeture. Puis plus rien. Margaret remonta à la surface, les mains tremblantes qu'elle ne laissa voir à personne. Elle avait conscience de l'énormité de ce qu'elle venait de faire, mais elle était convaincue de sa nécessité. Ses fils devaient être brisés avant de pouvoir être reconstruits. Ils devaient comprendre que l'autorité n'était pas un jeu, que le pouvoir avait un prix, que les décisions difficiles devaient être prises avec mesure et responsabilité. Si cette histoire vous fait frissonner, prenez un instant pour liker cette vidéo et laissez un commentaire sur ce que vous pensez qu'il s'est passé dans cette cave. Votre engagement nous aide à partager ces récits oubliés. Les premières heures dans la cave furent marquées par le choc et l'incompréhension. Edmund fulminait, frappant contre la porte, hurlant qu'on allait les libérer, que c'était illégal, inhumain. William et Charles l'accompagnaient dans sa rage. Robert s'était assis sur l'une des paillasses, observant en silence. Les jumeaux s'étaient recroquevillés ensemble dans un coin, terrorisés. Sarah restait debout près du mur opposé, aussi loin que possible des 5 frères. Elle ne disait rien. Elle attendait. Quand Edmund épuisa sa rage contre la porte, il se tourna vers Sarah. La colère dans ses yeux était pure et brûlante. « C'est de ta faute. Tout cela est de ta faute. » Il s'avança vers elle, mais Robert se leva et se plaça entre eux. « Réfléchis, Edmund. Réfléchis à ce que Mère a dit. Me dire de réfléchir. Elle nous a enfermés comme des animaux avec cette... Précisément. Pourquoi? Pourquoi nous enfermer avec elle? Qu'est-ce qu'elle attend de nous? » Edmund se figea. La question était pertinente. Margaret ne faisait jamais rien sans raison. Chaque action avait un but. Quel était le but ici? Les jours qui suivirent révélèrent la dynamique complexe qui se développait dans ce confinement. L'espace était suffisamment grand pour que 6 personnes puissent coexister physiquement, mais psychologiquement. C'était une prison oppressante. Pas de lumière naturelle. Aucune indication du passage du temps, sauf l'épuisement progressif des lanternes qu'il fallait rationner. L'air était vicié, chargé de l'humidité suintant des murs de pierre. Les odeurs corporelles devenaient rapidement insupportables. Edmund tenta d'établir son autorité dès le départ. Il distribua les rations, assigna les paillasses, établit des règles arbitraires. William et Charles le suivaient sans question.
Mais Robert résistait subtilement, questionnant chaque décision, proposant des alternatives. Les jumeaux oscillaient entre les deux camps, perdus, effrayés. Sarah était traitée comme un fantôme. On lui donnait à manger en dernier. On lui parlait uniquement pour lui donner des ordres, mais elle ne protestait jamais, ne se plaignait jamais. Elle acceptait tout avec une dignité silencieuse qui commençait à perturber certains des frères. La première semaine fut la plus difficile. Les corps devaient s'adapter à l'absence de lumière naturelle, au confinement constant, à la proximité forcée. Les tensions éclataient régulièrement. Edmund et Robert se disputaient de plus en plus ouvertement sur la manière de gérer les ressources. Charles développa une toux persistante due à l'humidité. Henri fit un cauchemar si violent une nuit qu'il réveilla tout le monde en hurlant. Mais c'était Sarah qui posait le plus grand problème psychologique. Sa présence constante, silencieuse, dignifiée, forçait les frères à une confrontation qu'ils n'avaient jamais eu à affronter auparavant. Ils avaient toujours traité les esclaves comme des objets, des outils. Mais ici, dans ce confinement, Sarah devenait impossible à ignorer comme un simple objet. Elle respirait, mangeait, dormait, existait avec une présence indéniable. Robert fut le premier à la défendre ouvertement. Cela se produisit le 11e jour. Edmund avait décidé de réduire encore plus la portion de Sarah, sous prétexte qu'elle ne méritait pas autant que les fils Harlow. Robert s'opposa. « Non, nous partageons également. Tu plaisantes? C'est une esclave. C'est elle qui nous a mis ici. Elle mange comme nous tous. Elle a besoin de force comme nous tous. Si nous voulons sortir d'ici sains d'esprit, nous devons maintenir un semblant de civilisation. » L'affrontement entre les deux frères devint physique. Ils se battirent, roulant sur le sol de pierre, frappant avec rage. William et Charles tentèrent d'intervenir, mais furent repoussés. Les jumeaux pleuraient. Sarah observait, pétrifiée. Finalement, l'épuisement mit fin au combat. Edmond et Robert se séparèrent, haletants, couverts de contusions. Un silence lourd s'installa. À partir de ce moment, la division entre les frères se cristallisa. Edmund, William et Charles d'un côté, convaincus qu'il fallait maintenir la domination absolue, que céder un pouce de terrain équivalait à admettre la faiblesse. Robert de l'autre, argumentant qu'ils devaient prouver à leur mère qu'ils pouvaient maintenir l'ordre sans cruauté gratuite, qu'ils pouvaient exercer le pouvoir avec mesure. Les jumeaux étaient tiraillés entre les deux camps, trop jeunes pour avoir une position claire, influencés tantôt par l'autorité d'Edmund, tantôt par la logique de Robert. Mais ce qui changeait vraiment la dynamique, c'était Sarah elle-même. Vers le 15e jour, alors que la tension atteignait des sommets insupportables, elle commença à parler. Cela commença simplement. Thomas, le plus jeune des jumeaux, souffrait terriblement de l'enfermement. Il était malade, fiévreux, tremblant dans le froid humide de la cave. Sarah s'approcha de lui, malgré le regard furieux d'Edmund, et commença à le soigner avec les moyens du bord. Elle déchira un morceau de sa propre robe pour créer des compresses qu'elle humidifiait d'eau fraîche pour faire baisser la fièvre. Elle lui parla doucement, des histoires qu'elle avait entendues étant enfant, des contes qui distrayaient Thomas de sa misère. Henri, l'autre jumeau, observait. Il vit comment Sarah prenait soin de son frère, comment elle le traitait avec une douceur que leur mère n'avait jamais montrée. Il commença à lui poser des questions. D'où venait-elle? Avait-elle eu des frères et sœurs? Que lui était-il arrivé avant d'arriver à la plantation? Sarah répondait avec précaution, consciente du danger, mais incapable de refuser complètement à ses enfants terrorisés un peu de réconfort humain. Elle leur raconta qu'elle était née dans une plantation de Virginie, qu'elle avait été vendue très jeune après la mort du propriétaire, qu'elle avait été séparée de sa mère à l'âge de 8 ans et ne l'avait jamais revue, que la fille du missionnaire lui avait appris à lire en secret parce qu'elle croyait que tous les êtres humains méritaient le savoir. Edmund écoutait ces conversations avec une fureur croissante. Il voyait comment Sarah humanisait progressivement son statut d'esclave aux yeux de ses jeunes frères.
Il voyait comment même Charles, toujours son allié fidèle, commençait à la regarder différemment. C'était inacceptable. C'était dangereux. Le 20e jour, Edmund décida d'agir. Il profita d'un moment où Robert dormait pour s'approcher de Sarah. William et Charles étaient avec lui. L'intention était claire dans leurs yeux. « Tu crois que tu peux nous manipuler? Tu crois que parce que tu racontes des histoires aux jumeaux, nous allons oublier qui tu es, ce que tu es ?» Sarah recula contre le mur. Elle ne dit rien, mais la peur était évidente maintenant. « Quand nous sortirons d'ici, je veillerai personnellement à ce que tu sois vendu aux plantations de sucre de Louisiane. Tu y mourras dans l'année comme tous les esclaves qui y vont. Mais avant cela, je vais m'assurer que tu comprennes ta place. » Il s'avança encore, mais quelque chose d'inattendu se produisit. Henry se plaça entre Edmund et Sarah, un garçon de 13 ans défiant son frère aîné. « Non. » Le mot était simple, mais il résonna dans le silence de la cave comme un coup de tonnerre. Edmund fixa son jeune frère avec incrédulité. « Qu'est-ce que tu as dit? »« Non, tu ne la toucheras pas. » Edmund leva la main pour frapper Henry, mais Robert était déjà debout, agrippant le bras de son frère aîné. « Ça suffit, nous avons passé 3 semaines enfermés ici, 3 semaines à nous déchirer, à nous battre, à nous haïr. C'est exactement ce que Mère voulait. Elle voulait nous montrer que nous n'étions que des brutes stupides, incapables de réfléchir, de contrôler nos pulsions. Et tu lui donnes raison. Laisse-moi, Robert. Tu es devenu faible. Tu défends une esclave contre ta propre famille. Je défends la raison contre la folie. Regarde-nous. Nous sommes sales, malades, affamés, à bout de nerfs. Et au lieu de trouver un moyen de survivre dignement, de prouver notre valeur, nous nous battons pour le droit d'abuser d'une femme sans défense. C'est cela, le pouvoir. C'est cela, l'autorité. Être capable de frapper quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Les mots de Robert résonnèrent. Même William et Charles semblaient ébranlés. Thomas s'était réveillé et observait la scène avec des yeux écarquillés. Edmund se dégagea violemment. « Vous êtes tous devenus fous. Cette cave vous a rendu fous. Mais je ne participerai pas à cette trahison. Quand nous sortirons, je dirai à Mère la vérité. Vous avez failli. Vous vous êtes laissé manipuler par une esclave. Et vous ne méritez pas l'héritage Harlow. » Il retourna à sa paillasse et leur tourna le dos. William et Charles le suivirent après un instant d'hésitation. De l'autre côté de la cave, Robert, les jumeaux et Sarah formaient maintenant un groupe distinct. La cave était désormais divisée en 2 camps, et il restait encore 10 jours. Les 10 derniers jours furent les plus difficiles. La nourriture s'épuisait dangereusement. Les rations quotidiennes avaient été réduites à presque rien. Quelques bouchées de pain rassis, une petite portion de viande salée qui avait commencé à développer une odeur suspecte, de l'eau qui prenait le goût métallique des cruches de fer. Les réserves d'huile pour les lanternes étaient presque vides, les forçant à rester dans l'obscurité presque totale pendant de longues périodes, n'allumant la lumière que pour les repas et les moments critiques. L'air devenait de plus en plus vicié, chargé de l'odeur de 6 corps non lavés depuis des semaines, du seau hygiénique qui débordait, de l'humidité qui imprégnait tout. Les murs suintaient constamment, créant des flaques d'eau stagnantes sur le sol de pierre. Les couvertures étaient trempées, glacées, impossibles à sécher. Plusieurs d'entre eux développèrent une toux persistante qui résonnait dans l'espace confiné comme un présage sinistre. Mais c'était l'effondrement psychologique qui était le plus terrifiant à observer. L'isolement, le confinement, l'absence totale de repères temporels naturels créait une désorientation profonde. Combien d'heures passaient-elles? Était-ce le matin ou la nuit? Combien de jours restait-il? Le temps devenait élastique, distordu, parfois s'étirant interminablement, parfois semblant s'effondrer en un instant. Edmund sombrait dans une obsession paranoïaque qui devenait de plus en plus inquiétante. Il passait des heures assis dans le coin le plus éloigné, murmurant pour lui-même, traçant des plans dans la poussière avec ses doigts. Ses yeux, quand la lumière les attrapait, avaient pris une qualité vitrée, absente.
Il était convaincu que Robert complotait pour prendre le contrôle de la plantation avec l'aide de Sarah, que cette conspiration remontait à bien avant l'enfermement, que même leur mère était peut-être complice. « Ils veulent me détruire », répétait-il à William et Charles. « Ils veulent me faire passer pour fou afin que je sois déshérité. Tu ne vois pas? Tout cela était prévu. Mère nous a enfermés pour que Robert puisse me briser, pour qu'il puisse prendre ma place comme héritier. Et cette esclave, cette Sarah, elle est leur instrument. » William et Charles étaient de plus en plus mal à l'aise avec ces divagations. Ils voyaient leur frère aîné se désintégrer mentalement sous leurs yeux. William, qui avait toujours été le plus loyal à Edmund, commença à questionner en privé si leur frère n'était pas réellement en train de perdre la raison. Charles développait des cauchemars terribles dont il se réveillait en hurlant, des visions de murs qui se refermaient, de plafonds qui s'effondraient, d'être enterrés vivants. De leur côté, Robert et les jumeaux avaient développé une relation étrange et profonde avec Sarah. Dans l'obscurité presque constante des derniers jours, ils parlaient pendant des heures. Sarah leur racontait des histoires de sa vie avant la plantation Harlow, des fragments de mémoire qu'elle avait longtemps gardés enfouis. Elle leur parla de sa mère, une femme douce qui chantait en travaillant dans les champs de tabac de Virginie, de son père, qu'elle n'avait connu que quelques années avant qu'il soit vendu vers le sud, de ses deux jeunes sœurs, dont elle avait été séparée lors de la vente aux enchères, qui avaient dispersé leur famille après la mort du propriétaire. « J'avais 8 ans, racontait-elle d'une voix basse mais ferme. On nous a alignés sur l'estrade. Ma mère me tenait la main si fort que j'avais mal. Elle nous disait de ne pas pleurer, de rester digne, de nous rappeler qui nous étions. Puis les enchères ont commencé. Ils nous ont vendus séparément. J'ai vu un homme acheter ma sœur aînée. Je l'ai regardée partir. Elle avait 10 ans. Je ne l'ai jamais revue. Puis ma petite sœur qui n'avait que 5 ans. Elle pleurait en appelant maman. Puis mon tour est venu. Henri pleurait en écoutant. À 13 ans, il ne pouvait pas imaginer être arraché à sa famille de cette manière. Thomas restait silencieux, mais ses mains tremblaient. Robert demanda doucement. « Et ta mère ?»« Je ne sais pas. On m'a emmené immédiatement. J'ai essayé de me retourner pour la voir une dernière fois, mais l'homme qui m'avait acheté m'a poussé vers la charrette. La dernière chose que j'ai entendue, c'était sa voix qui chantait. La même chanson qu'elle chantait toujours. Je ne l'ai jamais revue non plus. » Ces conversations transformaient fondamentalement la compréhension que les jeunes Harlow avaient du monde. Ils commençaient à comprendre que les esclaves n'étaient pas les objets sans âme qu'on leur avait enseigné à voir, mais des personnes avec des familles, des souvenirs, des douleurs, des espoirs. Cette révélation était à la fois libératrice et terrifiante. Sarah leur parla aussi de la fille du missionnaire qui lui avait appris à lire. Elle s'appelait Rebecca. Elle avait 12 ans. Son père prêchait que tous les hommes étaient égaux devant Dieu, que l'esclavage était un péché. Les autres blancs le détestaient. Une nuit, des hommes ont brûlé leur maison. Rebecca et sa famille ont fui vers le nord. Mais avant de partir, elle m'a donné un livre. Un petit livre de prière. Elle avait écrit à l'intérieur « Ne les laisse jamais te dire que tu n'es pas humaine. Lis, apprends, souviens-toi. » « Qu'est devenu le livre ?» demanda Henry. « Je l'ai caché pendant des années. Je le sortais la nuit et je lisais à la lumière de la lune, mémorisant chaque mot. Puis, lors d'une inspection, un contremaître a failli le trouver. J'ai dû le brûler moi-même pour qu'on ne le découvre pas. Mais j'avais déjà tout mémorisé. Les mots étaient en moi. Il ne pouvait plus me les enlever. » Robert écoutait ces récits avec une fascination mêlée de honte. Il comprenait maintenant ce que sa mère avait voulu leur enseigner. Pas simplement le contrôle, mais la responsabilité morale. Le pouvoir sans conscience n'était que tyrannie aveugle. Et la tyrannie, comme il le voyait avec Edmund, finissait toujours par dévorer ses propres enfants. Le 26e jour, quelque chose de nouveau se produisit. Thomas tomba gravement malade. La toux qui l'affligeait depuis plusieurs jours s'aggrava soudainement. Il développa une fièvre intense, son corps brûlant au toucher. Il délirait, appelant sa mère, parlant de choses qui n'avaient aucun sens. Henri était terrifié de voir son jumeau, son autre moitié,
glissé vers ce qui ressemblait à la mort. Sarah prit immédiatement les choses en main. Avec les moyens dérisoires dont elle disposait, elle improvisa des soins. Elle utilisa l'eau fraîche des dernières cruches pour créer des compresses qu'elle appliquait constamment sur le front et la poitrine de Thomas. Elle le fit boire régulièrement, de minuscules gorgées qu'il parvenait à peine à avaler. Elle resta éveillée toute la nuit à ses côtés, surveillant sa respiration, ajustant les compresses, murmurant des mots d'encouragement. Robert observait, fasciné malgré son inquiétude pour son jeune frère. Cette femme, que sa famille traitait comme un animal, démontrait plus d'humanité et de compassion que la plupart des gens libres qu'il connaissait. Elle soignait l'enfant de ceux qui l'avaient réduit en esclavage, qui l'avaient enfermé dans ce cachot, qui avaient tous les droits de la maltraiter. Et elle le faisait avec une douceur, une patience, une détermination qui le bouleversaient. Même Edmund, dans son coin sombre, observait la scène. Quelque chose dans son regard avait changé. Ce n'était plus seulement de la paranoïa ou de la haine. C'était quelque chose de plus complexe, de plus troublant. Peut-être de la confusion, peut-être le début d'une fissure dans la certitude absolue qui l'avait toujours guidé. Pendant 2 jours entiers, l'attention de tous fut centrée sur Thomas. La cave devint presque silencieuse, chacun retenant son souffle, attendant de voir si le jeune garçon survivrait. Les divisions, les conflits, les tensions semblaient soudainement moins importantes face à la possibilité réelle de la mort. Le 28e jour, la fièvre de Thomas commença à baisser. Il ouvrit les yeux, reconnut son frère jumeau, murmura qu'il avait soif. Henri éclata en sanglots de soulagement. Robert serra l'épaule de Sarah dans un geste de gratitude silencieuse. Même William et Charles, qui s'étaient tenus à l'écart, semblaient soulagés. Mais Edmund, lui, était entré dans une nouvelle phase. La maladie de Thomas et les soins de Sarah avaient déclenché quelque chose en lui. Peut-être était-ce la jalousie de voir son autorité complètement éclipsée. Peut-être était-ce la rage de constater que ses jeunes frères respectaient maintenant plus une esclave que leur frère aîné. Ou peut-être était-ce simplement la folie du confinement qui atteignait son paroxysme. Cette nuit-là, le 28e jour, Edmund prit une décision désespérée et terrible. Il attendit que tous soient endormis, ou du moins qu'ils semblent endormis. La cave était plongée dans l'obscurité totale, les lanternes éteintes pour économiser les dernières réserves d'huile. Le seul son était la respiration collective, ponctuée par la toux occasionnelle de Charles et les gémissements étouffés de Thomas dans son sommeil agité. Edmund se leva silencieusement. Il avait passé les dernières heures à aiguiser discrètement un morceau de bois arraché à l'une des caisses vides, créant une pointe grossière mais potentiellement mortelle. Son plan était simple dans sa brutalité. Il allait tuer Sarah. Puis il accuserait Robert d'avoir protégé une esclave rebelle qui avait tenté de les empoisonner tous. Dans le chaos qui suivrait, avec Thomas malade et les autres affaiblis, il pourrait reprendre le contrôle. Sa mère verrait qu'il avait eu raison depuis le début, que Robert était dangereux, qu'il fallait restaurer l'ordre naturel des choses. Il traversa la cave à tâtons, guidé par la mémoire et le son de la respiration de Sarah. Elle dormait près de Thomas, continuant de veiller sur lui même dans son sommeil. Edmund s'approcha, le morceau de bois pointu serré dans sa main. Mais les jumeaux ne dormaient pas. Henri, en particulier, était resté éveillé, trop inquiet pour son frère malade, pour trouver le sommeil. Dans l'obscurité, il entendit le mouvement, le froissement presque imperceptible de vêtements contre la pierre. Ses yeux, habitués à l'absence de lumière, distinguèrent vaguement la silhouette d'Edmund s'approchant de Sarah. Il comprit immédiatement l'intention. Et dans ce moment, Henri fit un choix qui allait définir le reste de sa vie. Il cria « Robert, il va la tuer !» Le hurlement déchira le silence comme un coup de tonnerre. Tout le monde se réveilla instantanément, désorienté, paniqué. Robert se leva d'un bond, cherchant à comprendre ce qui se passait. William et Charles s'assirent, confus. Thomas gémit dans son sommeil fébrile. Edmund se figea, à seulement quelques pas de Sarah qui venait de se réveiller et de comprendre le danger.
Dans l'obscurité, personne ne pouvait vraiment voir, mais tous sentaient la tension électrique, le moment précis où tout pouvait basculer dans la violence ou la mort. Robert cria « Quelqu'un allume une lanterne, maintenant !» Charles, le plus proche d'une des lanternes, tâtonna pour trouver les allumettes. Ses mains tremblaient tellement qu'il en laissa tomber plusieurs avant de réussir à en craquer une. La petite flamme illumina brièvement son visage terrifié avant qu'il ne parvienne à allumer la mèche de la lanterne. La lumière, bien que faible, révéla la scène dans toute sa terrible clarté. Edmund, debout au-dessus de Sarah, recroquevillé contre le mur, un morceau de bois pointu dans sa main levée. Robert à mi-chemin entre sa paillasse et Edmund. Henri debout, les poings serrés, prêt à défendre Sarah malgré sa taille et sa jeunesse. William et Charles figés, ne sachant pas de quel côté se placer. Thomas à moitié conscient, observant sans vraiment comprendre. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Edmund fixait ses frères, le morceau de bois toujours levé. Son visage était méconnaissable, amaigri par les privations, barbu, sale, mais surtout déformé par quelque chose qui ressemblait à de la folie. Ses yeux étaient trop brillants, fiévreux, comme ceux d'un animal acculé. « Elle doit mourir », dit-il d'une voix rauque. « C'est elle qui cause tout cela. Elle vous a tous corrompus. Elle vous a transformés contre moi, contre votre propre famille, contre l'ordre naturel. Si elle meurt, tout redeviendra normal. Vous redeviendrez mes frères. » Robert fit un pas en avant, les mains levées dans un geste d'apaisement. « Edmund, frère, écoute-moi. Rien ne redeviendra normal. Rien n'a jamais été normal. Nous avons vécu dans un mensonge, une illusion que nous avons maintenue par la violence et l'aveuglement volontaire. Tais-toi. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu es malade, corrompu par cette créature. Elle n'est pas une créature. Elle est humaine, comme nous, comme mère, comme toutes les personnes que nous avons traitées comme du bétail pendant toute notre vie. » Edmund ricana, un son déchirant, presque hystérique. « Humaine ? Tu appelles cette esclave humaine ? Père se retournerait dans sa tombe. Mère elle-même la traite comme ce qu'elle est, une propriété. »« Non, » intervint doucement William, surprenant tout le monde. « Non, Edmund, réfléchis. Pourquoi mère nous a-t-elle enfermés avec elle? Pourquoi Sarah spécifiquement? Pourquoi cette épreuve ?» Edmund se tourna vers William, choqué par cette trahison. « Tu es de leur côté maintenant? Toi aussi? Je ne suis du côté de personne. Je suis fatigué, Edmund. Fatigué de me battre, fatigué de haïr, fatigué de prétendre que tout cela a du sens. Regarde-nous. Regarde ce que nous sommes devenus. Des fantômes sales et affamés qui se battent dans l'obscurité pour le droit de tuer une femme sans défense. C'est cela notre héritage. C'est cela, le pouvoir dont nous sommes si fiers. » Charles ajouta, sa voix tremblante. « Thomas a failli mourir, et c'est elle qui l'a sauvé. Pas nous, pas toi, notre grand frère, pas moi qui me prétends fort. Elle, cette femme que tu veux tuer. Elle a veillé sur notre petit frère pendant 2 jours entiers sans dormir. Elle lui a sauvé la vie. » Les mots résonnèrent dans le silence. Edmund vacilla, comme si chaque phrase était un coup physique. Le morceau de bois dans sa main tremblait. « Vous ne comprenez pas. Vous ne voyez pas. C'est exactement ce qu'elle veut. Elle nous manipule. » Henri s'avança, sa jeune voix claire et forte malgré sa peur. « Non, Edmund, c'est toi qui ne vois pas. Tu ne vois pas que nous sommes tous prisonniers ici. Pas seulement de cette cave, mais de tout ce que nous avons appris à croire, tout ce qu'on nous a enseigné à être. Mère nous a enfermés pour nous montrer qui nous sommes vraiment, quand on enlève tout le reste. Et tu sais ce que j'ai vu? J'ai vu une femme courageuse qui refuse de se laisser briser. Et j'ai vu un frère qui perd son humanité parce qu'il ne peut pas accepter qu'il s'est peut-être trompé toute sa vie. Ce fut ce moment, ce défi d'un garçon de 13 ans, qui brisa finalement Edmund. Quelque chose se fractura derrière ses yeux. Il laissa tomber le morceau de bois qui claqua sur le sol de pierre. Puis il s'effondra, tombant à genoux, son corps secoué de sanglots violents. Je ne sais plus qui je suis.
Je ne sais plus rien. Ce qui suivit fut chaotique mais moins violent que cela aurait pu l'être. Robert s'approcha d'Edmund, s'agenouilla à côté de lui. Pas pour le réconforter exactement, mais pour s'assurer qu'il n'était plus une menace. William et Charles restèrent en retrait, épuisés par la confrontation, par les semaines de tension, par l'effondrement de toutes leurs certitudes. Henri se tourna vers Sarah, qui était toujours recroquevillée contre le mur, et lui tendit la main pour l'aider à se relever. Elle la prit, tremblante, et se leva avec difficulté. Pendant un long moment, ils restèrent tous ainsi. Edmond effondré au sol, Robert à genoux à côté de lui, William et Charles appuyés contre le mur opposé, Henri tenant la main de Sarah, Thomas observant depuis sa paillasse avec des yeux fiévreux mais conscients. La lanterne projetait des ombres longues et dansantes sur les murs de pierre. L'air était épais de tous les non-dits, de toutes les révélations, de toute la douleur qui avait émergé au cours de ces semaines impossibles. Finalement, Robert parla, sa voix calme mais ferme. « C'est fini, Edmund. Pas parce que nous avons gagné ou que tu as perdu, mais parce que nous avons tous perdu et gagné quelque chose en même temps. Nous avons perdu nos illusions. Nous avons gagné, peut-être, une chance de devenir quelque chose de meilleur. » Edmund ne répondit pas. Il resta là, à genoux, le regard vide fixé sur le sol. Les 2 derniers jours furent étrangement calmes. Edmund ne parla plus à personne. Il s'asseyait dans son coin, mangeait mécaniquement les portions qu'on lui donnait, buvait de l'eau sans la goûter. Il était présent physiquement, mais absent mentalement, comme si une partie essentielle de lui s'était éteinte cette nuit-là. Les autres développèrent une routine fragile. Ils s'occupèrent de Thomas, dont la santé s'améliorait lentement. Ils parlaient à voix basse, évitant les sujets sensibles, se concentrant sur la simple survie. Sarah resta vigilante, consciente qu'elle venait d'échapper de très peu à la mort, mais aussi étrangement calme, comme si elle avait toujours su que cela finirait ainsi. Robert passa beaucoup de temps à réfléchir sur tout ce qui s'était passé. Il comprenait maintenant pleinement la leçon de sa mère. Elle leur avait montré que le pouvoir absolu sans conscience morale menait inévitablement à la destruction. Elle leur avait montré que l'autorité véritable nécessitait plus que de la force. Elle nécessitait sagesse, mesure et la capacité de voir l'humanité même chez ceux qu'on était tenté de considérer comme inférieurs. Le matin du 32e jour arriva enfin. Ils l'attendaient tous avec un mélange d'anticipation désespérée et d'appréhension. Qu'allait-il se passer maintenant? Comment allait-il affronter le monde extérieur après ce qu'ils avaient vécu? Comment allait-il expliquer leur transformation? À l'aube, exactement comme promis, ils entendirent le son de la clé tournant dans la serrure. Le bruit métallique résonna comme un coup de canon dans le silence de la cave, puis la barre de fer qu'on retirait, puis enfin, la porte qui s'ouvrait lentement, révélant un rectangle de lumière si éclatant qu'ils durent tous détourner les yeux, leurs pupilles incapables de s'adapter immédiatement après un mois dans la pénombre. Margaret se tenait au sommet de l'escalier, encadrée par la lumière filtrant des fenêtres de la cuisine. Elle était exactement comme il se la rappelait, droite, impassible, vêtue d'une robe sombre et simple, ses cheveux tirés en arrière. Mais quand ses yeux s'adaptèrent à l'obscurité de la cave et qu'elle vit ses fils, quelque chose passa sur son visage. Une émotion brève, rapidement réprimée mais indéniable. Du choc, peut-être du regret, certainement de la douleur. Ses 5 fils étaient méconnaissables. Sales au-delà de toute description, couverts de crasse accumulée, leurs vêtements déchirés et imprégnés d'odeurs pestilentielles, amaigris au point que leurs os saillaient sous leur peau pâle. Barbus pour les plus âgés, les visages des plus jeunes creusés par les privations. Edmund en particulier semblait avoir vieilli de 10 ans, le regard vide et les mains tremblantes de manière incontrôlable. Thomas était si faible qu'il pouvait à peine se tenir debout. Tous portaient les marques physiques et psychologiques de l'épreuve qu'ils venaient de traverser. Sarah, elle, se tenait légèrement à l'écart.
Elle était dans un état similaire, mais elle gardait une dignité remarquable, le dos droit, les yeux clairs malgré l'épuisement évident. Margaret descendit lentement les marches, observant chaque détail. Son regard passa d'un fils à l'autre, s'attardant sur chacun, lisant dans leur posture, leurs expressions, leurs interactions muettes. Elle était une femme qui avait passé sa vie à observer, à analyser, à comprendre les dynamiques de pouvoir. Et ce qu'elle voyait maintenant lui disait tout ce qu'elle devait savoir. « Sortez !» ordonna-t-elle simplement, lentement, un par un. Ils obéirent, émergeant dans la lumière comme des créatures souterraines remontant à la surface. Chaque pas était difficile, leur corps affaibli protestant contre le mouvement après tant de temps dans l'immobilité relative. L'air extérieur, même filtré par les murs de la demeure, semblait incroyablement frais, presque étourdissant après l'atmosphère fétide de la cave. Margaret avait tout préparé avec son efficacité habituelle. Le médecin de la plantation attendait dans le hall, un homme d'âge mûr nommé Dr. Harrison, qui avait l'habitude de soigner aussi bien les planteurs que leurs esclaves. Plusieurs servantes étaient prêtes avec des bains chauds, des vêtements propres, de la nourriture légère. 4 contremaîtres de confiance se tenaient en retrait, prêts à intervenir si nécessaire. Le docteur Harrison examina chacun d'eux méthodiquement. Déshydratation modérée, mais pas critique. Malnutrition légère. Réversible avec un régime approprié. Plusieurs infections cutanées mineures, dues à l'humidité constante. Charles avait développé une infection pulmonaire qui nécessiterait un traitement prolongé. Thomas était le plus gravement atteint, sa fièvre récente ayant laissé son corps dangereusement affaibli. Edmund présentait des signes inquiétants de ce que le médecin appelait pudiquement « épuisement nerveux ». Physiquement, rapporta le docteur Harrison à Margaret, ils se remettront tous. Quelques semaines de repos, de nourriture appropriée, et ils seront guéris. Mais, il hésita, cherchant ses mots avec soin. « Madame Harlow, je dois être franc. Les dommages psychologiques sont considérables, particulièrement chez votre fils aîné. Je recommande fortement du repos, de l'isolement, peut-être même une consultation avec un spécialiste des maladies mentales. » Margaret hocha la tête, son visage impénétrable. « Merci, docteur. Veillez à ce qu'ils reçoivent tous les soins nécessaires. » On installa les 5 frères dans différentes chambres au 2e étage, séparés pour qu'ils puissent se reposer sans l'attention de la présence des autres. On leur apporta des bains chauds, luxe inimaginable après un mois d'immondice. Des repas légers mais nourrissants, du bouillon de poulet, du pain frais avec du beurre, des fruits tendres. Rien de trop lourd pour leurs estomacs affaiblis. Sarah fut conduite dans une petite chambre au 3e étage, celle-là même où Margaret l'avait enfermée après l'avoir découverte lisant son journal. On lui donna également un bain, des vêtements propres, de la nourriture. Mais 2 des servantes les plus fiables de Margaret restèrent avec elle en permanence. Non pas comme gardienne brutale, mais comme surveillante discrète. Margaret n'était pas encore prête à prendre de décision finale concernant Sarah. Pendant 3 jours, Margaret laissa ses fils se reposer et récupérer. Elle ne leur posa aucune question, ne fit aucun commentaire. Elle les fit simplement soigner, nourrir, dormir. Elle observait de loin, notant chaque détail de leur comportement, de leurs interactions lors des brefs moments où ils se croisaient dans les couloirs. Edmund refusa de quitter sa chambre. Il restait assis près de la fenêtre, fixant les champs de coton sans vraiment les voir. Il refusait de parler aux serviteurs, mangeait à peine, dormait par intermittence. Le docteur Harrison revenait quotidiennement pour l'examiner, de plus en plus inquiet. William et Charles, eux, reprenaient lentement leurs forces. Ils mangeaient avec appétit, dormaient profondément, mais quelque chose avait changé fondamentalement en eux. Ils étaient plus calmes, plus réfléchis, moins prompts à l'arrogance qui les caractérisait auparavant. Ils parlaient peu, même entre eux, comme si les mots leur manquaient pour exprimer ce qu'ils avaient vécu. Robert passait beaucoup de temps seul, marchant dans les jardins de la propriété, respirant l'air libre, réhabituant son corps au mouvement et à l'espace.
Mais son esprit était constamment en mouvement, analysant, comprenant, planifiant. Il savait que sa vie venait de changer irréversiblement. Il ne pouvait plus jamais revenir à ce qu'il était avant. La question était, que deviendrait-il maintenant? Les jumeaux, Henri et Thomas, étaient les plus résilients malgré leur jeune âge. Thomas récupérait rapidement de sa maladie grâce aux soins attentifs du médecin. Henri était plus pensif qu'auparavant, passant des heures à lire ou simplement à réfléchir. Ils parlaient souvent ensemble, partageant leurs pensées sur l'expérience qu'ils venaient de vivre, essayant de lui donner un sens. Le 4e jour, Margaret convoqua Edmund dans son bureau. Il vint finalement, traînant les pieds, le regard toujours vide. Elle l'observa s'asseoir en face d'elle, notant les tremblements de ses mains, la pâleur maladive de son teint, l'absence complète de la fierté arrogante qui le caractérisait autrefois. « Parle-moi de ces 32 jours, » dit-elle simplement. Edmund resta silencieux pendant un long moment. Puis, d'une voix rauque et hésitante, il commença à parler. Non pas un récit cohérent, mais des fragments désordonnés, des images qui le hantaient, des moments qui se répétaient encore et encore dans son esprit. La descente dans la cave, l'obscurité, la faim, la folie qui s'installait progressivement, la conviction que tous complotaient contre lui, la nuit où il avait voulu tuer Sarah. L'effondrement final. Margaret écouta sans l'interrompre. Quand il finit enfin, épuisé par cet effort, elle resta silencieuse pendant plusieurs minutes. « Tu ne peux pas rester ici » dit-elle finalement. « Tu le sais, n'est-ce pas ?» Edmund hocha la tête faiblement. « Cette propriété, cette famille, ce système, tout cela te détruira si tu restes. Tu as besoin de partir, de te reconstruire ailleurs, loin de tout ce qui te rappelle ce que tu étais, ce que tu as failli devenir. Où irai-je? Où tu veux. Je te donnerai suffisamment d'argent pour t'établir dans n'importe quelle ville. Charleston, Philadelphie, même la Californie si tu le souhaites. Un nouveau départ, Edmund, une chance de devenir quelqu'un d'autre. Et si je ne veux pas partir, si je veux rester et me battre pour ce qui me revient de droit ?» Margaret le regarda avec une dureté froide. « Tu n'as plus de droit ici. Tu as échoué au test que je t'ai imposé. Tu as prouvé que tu n'es pas capable de diriger, de commander, de maintenir l'ordre avec intelligence et mesure. Tu n'es que violence et faiblesse déguisées en force. Cette plantation mérite mieux. » Les mots frappèrent Edmund comme des coups physiques. Il voulut protester, se défendre, mais il savait qu'elle avait raison. Il avait échoué, complètement et irrémédiablement. « Je partirai », murmura-t-il finalement. Il partit une semaine plus tard, avec une malle de vêtements et suffisamment d'argent pour vivre confortablement pendant plusieurs années s'il était prudent. Margaret le regarda monter dans la voiture qui l'emmènerait vers Vicksburg, puis vers une destination que lui seul connaissait. Elle ne pleura pas, ne montra aucune émotion visible. Mais cette nuit-là, dans son bureau privé, elle resta assise pendant des heures dans l'obscurité, contemplant ce que son plan avait coûté. Edmund disparut complètement des archives familiales après 1856. Certains prétendent qu'il partit effectivement vers la Californie, attiré par la ruée vers l'or. D'autres disent qu'il resta dans le sud, travaillant sous un nom d'emprunt, essayant de se reconstruire loin de son nom et de son héritage. Il y a même une histoire non confirmée selon laquelle il aurait été vu à la Nouvelle-Orléans en 1858, travaillant comme comptable pour une petite entreprise d'import-export, utilisant le nom d'Edward Harrington. Mais aucune de ces histoires n'a jamais été vérifiée avec certitude. William et Charles restèrent à la plantation. Margaret les interrogea séparément, écoutant leur récit de l'enfermement. Leurs descriptions concordaient sur les points essentiels, et elle pouvait lire dans leurs expressions, leurs hésitations, que l'expérience les avait profondément marqués. Ils ne seraient jamais les héritiers brillants et puissants qu'elle avait espéré former, mais ils ne seraient pas non plus des tyrans cruels et stupides. Ils étaient devenus quelque chose entre les deux, des hommes compétents mais hantés, capables mais sans passion réelle pour le pouvoir. Robert fut le dernier à être interrogé, et son entretien avec Margaret dura des heures.
Il lui raconta tout avec une honnêteté brutale. Les divisions qui s'étaient formées, les confrontations, la maladie de Thomas, les soins de Sarah, l'effondrement d'Edmund. Il lui parla aussi de ce qu'il avait compris, de la transformation qu'il avait subie, de sa vision nouvelle du monde et du système dans lequel il vivait. Margaret l'écouta avec une attention intense. Quand il finit, elle resta silencieuse pendant un long moment avant de parler. « Tu as compris ce que je voulais t'enseigner. Pas simplement le contrôle, mais la responsabilité. Le pouvoir sans conscience n'est que tyrannie, et la tyrannie finit toujours par s'autodétruire. Oui, mais j'ai aussi compris quelque chose que vous n'aviez peut-être pas prévu. Ce système tout entier, cette institution de l'esclavage, est fondamentalement tyrannique. Il corrompt tout ce qu'il touche. Il transforme des hommes en monstres et des femmes en victimes. Et il ne peut pas être réformé. Il doit être détruit. » Margaret se raidit. « Tu es jeune. Tu vois le monde en termes absolus. Quand tu seras plus âgé, tu comprendras les nuances, les compromis nécessaires. » « Non, mère. J'ai passé 32 jours enfermé avec une femme qui nous a tous considérés comme des êtres humains, malgré tout ce que nous lui avions fait, tout ce que notre famille représentait. Elle nous a traités avec plus de dignité et d'humanité que nous ne l'avons jamais traité. Et cela m'a montré que le problème n'est pas dans les individus, mais dans le système lui-même. » Margaret ne répondit pas. Elle savait qu'argumenter serait inutile. Robert avait pris une direction qu'elle ne pourrait pas changer. Tout ce qu'elle pouvait faire était de s'assurer qu'il aurait les ressources et l'éducation nécessaires pour suivre ce chemin de la manière la plus intelligente possible. Les jumeaux furent les derniers interrogés. Ils racontèrent leur expérience avec une franchise touchante, décrivant leur peur, leur confusion, mais aussi ce qu'ils avaient appris. Margaret les écouta avec une attention particulière. Ils étaient encore jeunes, encore malléables. Ils pourraient devenir ce qu'elle n'avait pas réussi à faire avec ses fils aînés. Des hommes qui comprenaient le pouvoir, mais aussi ses limites et ses responsabilités. Puis vint le moment de décider du sort de Sarah. C'était la question la plus complexe, la plus chargée de conséquences potentielles. Les lois du Mississippi étaient claires. Une esclave surprise en train de lire pouvait être punie de mort ou de mutilation. Mais appliquer ces lois attirerait l'attention, poserait des questions, créerait des complications que Margaret préférait éviter. Elle convoqua Sarah dans son bureau le 7e jour après leur libération. Sarah entra avec la même dignité calme qu'elle avait maintenue tout au long de l'épreuve. Elle se tint debout devant le bureau de Margaret, attendant, ses mains jointes devant elle. Margaret l'observa pendant un long moment. Cette femme avait été l'instrument parfait de sa leçon. Elle avait révélé la vraie nature de chacun de ses fils. Elle avait maintenu son humanité dans des circonstances qui auraient brisé beaucoup d'autres personnes. Elle avait même, d'une certaine manière, aidé à transformer au moins quelques-uns de ses geôliers. Margaret respectait l'intelligence. Elle respectait la force de caractère. Et Sarah possédait les deux en abondance. « Tu sais lire », dit Margaret simplement. Ce n'était pas une question. « Oui, madame. Tu savais que c'était interdit. Tu savais ce qui t'arriverait si tu étais découverte. »« Oui, madame. Pourquoi as-tu pris ce risque? Pourquoi es-tu entrée dans mon bureau ce jour-là » Sarah hésita, puis parla avec une honnêteté directe. « Je ne sais pas exactement, madame. Peut-être que j'étais fatiguée de prétendre, de me cacher. Peut-être que je voulais comprendre qui vous étiez vraiment, au-delà de ce que vous montriez au monde. Peut-être que je cherchais quelque chose. De la compréhension peut-être. De la connexion humaine dans un monde qui nous traite comme des objets. » Margaret hocha lentement la tête. « Tu aurais pu mourir dans cette cave. Mes fils auraient eu tous les droits de te tuer. Personne n'aurait posé de questions. Je sais, mais tu as survécu. Plus que cela, tu as maintenu ta dignité, ton humanité. Tu as soigné Thomas quand il était malade. Tu as traité mes fils avec plus de compassion qu'ils ne le méritaient. Pourquoi ?» Sarah réfléchit à la question avec soin avant de répondre. « Parce que la haine détruit celui qui la porte autant que celui qui en est la cible. Parce que même dans le pire système, même face aux pires circonstances, nous pouvons choisir comment nous nous comportons. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler qui nous sommes
face à l'adversité. Les mots résonnèrent dans le silence du bureau. Margaret sentit quelque chose se déplacer en elle, une reconnaissance de vérité qu'elle avait longtemps refusé d'admettre complètement. Elle ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit plusieurs documents qu'elle avait préparés. Des papiers d'affranchissement, rédigés légalement, prêts à être signés et notariés. Une lettre de recommandation sous un nom d'emprunt. Une bourse contenant suffisamment d'argent pour permettre à Sarah de voyager vers le nord et de s'établir quelque part, en sécurité. « Tu es libre », dit Margaret simplement. « Légalement, complètement. Ces papiers en attestent. L'argent devrait suffire pour plusieurs mois si tu es prudente. La lettre te donnera une identité alternative qui t'aidera à trouver du travail une fois arrivée dans un état libre. » Sarah fixa les documents avec incrédulité. Pendant un long moment, elle ne dit rien, comme si elle avait peur que les mots brisent l'illusion. « Pourquoi ?» murmura-t-elle finalement. « Pourquoi faites-vous cela ?» Margaret sourit, un sourire froid mais pas cruel. « Parce que tu m'as servi à enseigner une leçon à mes fils. Parce que tu as survécu à une épreuve qui aurait détruit beaucoup d'autres. Et parce que, d'une manière que je ne peux pas complètement expliquer, je te respecte. Prends ces papiers, pars vers le nord, construis une vie, et n'oublie jamais ce que tu as vécu ici. » Sarah prit les documents avec des mains tremblantes. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle souriait. « Je n'oublierai jamais, madame, ni le mal ni le bien. Tout fait partie de qui je suis maintenant. » Elle partit 2 jours plus tard, à l'aube, dans une voiture discrète qui l'emmena jusqu'à Memphis. De là, elle prit un bateau vers le nord, vers Cincinnati, puis Philadelphie. Les papiers de Margaret ouvrirent des portes, la protégèrent des chasseurs d'esclaves, lui permirent de commencer une nouvelle vie. Si cette histoire vous a captivé jusqu'au bout, prenez un instant pour laisser un commentaire avec vos réflexions. Pensez-vous que tout cela soit vraiment arrivé ? Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits oubliés de l'histoire et partagez cette vidéo avec ceux qui aiment les mystères sombres du passé. Les mois et les années qui suivirent virent la famille Harlow se transformer irréversiblement. William et Charles géraient la plantation avec leur mère, mais sans enthousiasme. Ils faisaient ce qui était nécessaire, maintenaient la productivité, mais leur cœur n'y était plus. Quand la guerre civile éclata en 1861, ils s'engagèrent presque avec soulagement, cherchant peut-être une forme d'expiation, ou simplement une échappatoire à la vie qu'ils avaient toujours connue. William mourut à Shiloh en 1862, tué par un éclat d'obus qui le décapita instantanément. Il avait 27 ans. Charles survécut à la guerre, mais revint complètement brisé, physiquement et mentalement. La plantation avait été détruite pendant les combats, les esclaves libérés, la fortune familiale évaporée. Il vécut encore 10 ans dans une petite maison délabrée à Vicksburg, sombrant progressivement dans l'alcoolisme, hanté par les fantômes de la guerre et de cette cave. Il mourut d'une cirrhose en 1872, seul, ses derniers mots étant un murmure incompréhensible sur l'obscurité et le pardon. Robert devint un adversaire surprenant et vocal de l'esclavage dans les années précédant la guerre. Il n'était pas un abolitionniste radical à la manière de John Brown, mais un réformiste qui argumentait que le système était économiquement inefficace, moralement indéfendable et historiquement condamné. Il écrivait des articles sous pseudonyme pour des journaux du Nord, participait à des débats publics quand il le pouvait, correspondait avec des penseurs progressistes. Cela lui valut l'hostilité profonde de ses voisins et même de certains membres de sa propre famille. Pendant la reconstruction, Robert travailla activement avec les autorités fédérales et les organisations philanthropiques du Nord pour établir des écoles pour les enfants noirs nouvellement affranchis. Il investit presque toute sa fortune personnelle dans ces projets, scandalisant ce qui restait de la société sudiste traditionnelle. On le menaça régulièrement, on brûla une de ses écoles, on tenta de l'assassiner 2 fois. Mais il persista, convaincu que l'éducation était la seule voie vers une véritable réconciliation et justice. Il mourut relativement jeune, à 52 ans, en 1884,
Épuisé par ses efforts constants mais satisfait d'avoir au moins essayé de réparer une petite partie du mal que son héritage représentait. Son testament stipulait que tout ce qui restait de sa fortune devait être utilisé pour financer des bourses d'études pour des étudiants noirs. À ses funérailles, la congrégation était presque entièrement composée de personnes noires qui l'avaient aidé au fil des ans. Très peu de blancs vinrent. Henry devint pasteur méthodiste, attiré par un évangile social qui mettait l'accent sur la justice, l'égalité et la rédemption collective. Ses sermons, souvent controversés, parlaient de la nécessité pour le Sud de reconnaître ses péchés, de chercher véritablement le pardon, de construire une nouvelle société basée sur des principes chrétiens authentiques plutôt que sur des traditions corrompues. Il fut muté plusieurs fois par ses supérieurs ecclésiastiques qui le trouvaient trop radical, trop troublant pour les congrégations conservatrices. Finalement, en 1878, Henry établit sa propre congrégation indépendante qui accueillait aussi bien des Blancs que des Noirs, scandale inouï dans le Mississippi de l'époque. L'Église était modeste, construite de ses propres mains avec l'aide de quelques fidèles dévoués. Mais elle devint un symbole puissant de ce qui pourrait être possible. Henry prêcha là pendant 30 ans, jusqu'à sa mort en 1908. Son fils continua son œuvre et l'Église existe toujours aujourd'hui, témoignage vivant d'un homme qui refusa d'accepter l'injustice comme normale. Thomas devint avocat, se spécialisant dans la défense des personnes noires accusées injustement dans un système judiciaire qui restait profondément raciste malgré l'abolition formelle de l'esclavage. Il gagna plusieurs cas importants qui établirent des précédents pour les droits civiques, défiant les lois Jim Crow et les pratiques discriminatoires institutionnalisées. Il reçut des menaces de mort régulières, fut attaqué physiquement à plusieurs reprises, vit sa maison incendiée en 1893. Mais il continua, implacable. Thomas vécut assez longtemps pour voir les premiers mouvements pour les droits civiques du XXe siècle. Il mourut en 1923, à l'âge de 81 ans, entouré de collègues et de clients qu'il avait défendus pendant des décennies. L'un de ces derniers cas concernait la défense d'un homme noir faussement accusé de meurtre. Thomas gagna le cas malgré son âge avancé et sa santé défaillante. Il mourut 3 jours après le verdict d'acquittement, comme si avoir accompli cette dernière victoire lui avait permis de partir en paix. Margaret Harlow vécut jusqu'en 1878, observant la transformation complète de ses fils et du monde qu'elle avait connu avec des sentiments profondément mêlés. Elle était fière de ce qu'ils étaient devenus, même si ce n'était pas exactement ce qu'elle avait prévu ou voulu. Elle avait espéré créer des dirigeants forts, mesurés, capables de maintenir et d'améliorer l'empire qu'elle avait construit. À la place, elle avait créé des hommes qui questionnaient les fondements mêmes du pouvoir qu'elle leur avait enseigné à exercer, qui dédiaient leur vie à détruire le système qu'elle avait passé des décennies à perfectionner. Sur son lit de mort, dans la petite maison où Charles avait passé ses dernières années misérables, entouré seulement de Robert et Henry, les seuls encore vivants et présents, elle eut une dernière conversation profonde avec eux sur janvier 1855. « J'avais tort sur beaucoup de choses », admit-elle, sa voix faible mais claire. Je croyais que le système pouvait être maintenu avec intelligence et mesure. Je croyais que l'autorité bien exercée justifierait l'ordre établi. J'avais tort. Mais pas sur cela. Pas sur la nécessité de cette leçon. Sans ces 32 jours, vous seriez tous devenus des monstres comme tant d'autres planteurs. Des hommes cruels et stupides qui utilisaient le pouvoir sans réflexion, sans conscience. Au moins, je vous ai donné la possibilité de devenir quelque chose de meilleur. Vous nous avez donné plus que cela, mère, répondit Robert doucement. Vous nous avez donné la possibilité de choisir. Vous nous avez montré ce que nous pourrions devenir si nous suivions le chemin de la violence et de l'aveuglement. Et vous nous avez donné les outils pour choisir un autre chemin. Nous avons choisi de ne pas perpétuer ce que vous aviez construit. Et peut-être que c'était votre véritable intention, même si vous ne pouviez pas l'admettre. Margaret sourit faiblement. Peut-être.
Peut-être que ma véritable réussite n'était pas de maintenir l'Empire, mais de créer ceux qui auraient le courage de le détruire. C'est une étrange forme de victoire, n'est-ce pas? Construire quelque chose pendant toute une vie, puis élever des enfants qui le démantèleront. Ce n'est pas une défaite, mère, dit Henri. C'est de la sagesse. C'est reconnaître que certaines choses, aussi puissantes soient-elles, ne méritent pas de survivre. Elle mourut quelques heures plus tard, juste avant l'aube, emportant avec elle les derniers secrets de cette nuit où elle avait décidé d'enfermer ses fils. Les doutes qu'elle n'avait jamais partagés avec personne, les regrets qu'elle gardait cachés même à elle-même. Elle avait 62 ans. Ces derniers mots, murmurés si doucement que Robert dut se pencher pour les entendre, furent « Sarah, pardonne-moi ». Quant à Sarah, les traces historiques sont fragmentaires mais suggestives et finalement émouvantes. Une femme nommée Sarah Dubois apparaît dans les registres municipaux de Philadelphie en 1856, enregistrée comme couturière qualifiée, femme libre de couleur. Elle vivait dans un quartier majoritairement noir près de South Street, participait activement aux activités de l'église épiscopale méthodiste africaine et était connue dans la communauté pour enseigner discrètement la lecture et l'écriture aux enfants et adultes qui n'avaient jamais eu accès à l'éducation. Les documents découverts dans les archives de la Société anti-esclavagiste de Pennsylvanie montrent qu'une Sarah Dubois témoigna lors de plusieurs réunions publiques entre 1857 et 1860 sur les horreurs de l'esclavage. Elle ne donnait jamais de détails trop spécifiques qui auraient pu l'identifier précisément ou mettre en danger ceux qu'elle avait laissés derrière elle, mais elle parlait avec une éloquence poignante de la séparation des familles, de la violence quotidienne, de la déshumanisation systématique. Elle parlait aussi, fait remarquable, de la possibilité de transformation, même chez ceux qui semblaient les plus perdus dans les ténèbres de la cruauté. Elle se maria en 1859 avec un homme libre nommé James Dubois, forgeron de profession qui avait acheté sa propre liberté 10 ans auparavant. Ils eurent 3 enfants ensemble. Une fille en 1860, un fils en 1862 et une autre fille en 1865. Sarah continua son travail d'enseignement clandestine tout au long de la guerre civile et pendant la reconstruction. Après la guerre, quand il devint légal et même encouragé d'éduquer les anciens esclaves, elle ouvrit officiellement une petite école dans sa propre maison, l'une des premières institutions éducatives pour les Noirs de Philadelphie. L'école grandit progressivement. En 1870, avec l'aide financière de philanthropes du Nord, elle put déménager dans un bâtiment plus grand. En 1880, l'école Sarah Dubois enseignait à plus de 100 élèves, enfants et adultes. Sarah elle-même enseignait jusqu'à un âge très avancé, ne prenant sa retraite qu'en 1895, à l'âge de 61 ans. Elle mourut 2 ans plus tard, en 1897, à l'âge de 63 ans, entourée de ses enfants, petits-enfants et de dizaines d'anciens élèves qui étaient venus lui rendre hommage. Parmi ses effets personnels, ses descendants trouvèrent un petit journal intime, rédigé pendant des années dans une écriture soignée et élégante, où elle racontait sa vie depuis son enfance en Virginie jusqu'à ses derniers jours à Philadelphie. Les pages couvrant janvier 1855 étaient les plus détaillées, les plus émotionnelles, remplies d'une écriture qui variait entre le calme et le tremblant, entre la réflexion posée et l'émotion brute. Elle y décrivait la peur, bien sûr, la terreur constante de ces 32 jours, mais aussi les moments surprenants de connexion humaine, la transformation graduelle qu'elle avait observée chez certains des jeunes hommes, particulièrement Robert et les jumeaux. Elle décrivait comment Henri lui avait tenu la main quand elle avait peur, comment Thomas lui avait souri faiblement quand sa fièvre avait baissé, comment Robert s'était interposé entre elle et la violence encore et encore. Elle écrivait aussi sur Edmund, avec une compassion étonnante pour quelqu'un qui avait tenté de la tuer. Il était le plus perdu d'entre eux, écrivait-elle. Enfermé dans sa propre prison bien avant d'entrer dans la cave. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, s'il a trouvé la paix ou s'il est mort dans l'amertume.
Je prie pour lui parfois. Non pas parce qu'il le mérite nécessairement, mais parce que la prière est autant pour celui qui prie que pour celui pour qui on prie. Dans une des dernières entrées de son journal, écrite quelques mois avant sa mort, elle réfléchissait sur le sens de son expérience. Je ne sais pas pourquoi j'ai survécu quand tant d'autres n'ont pas eu cette chance. Des millions de mes frères et sœurs sont morts dans les chaînes, sans jamais connaître la liberté, sans jamais voir leurs enfants grandir libres. Peut-être n'y a-t-il pas de raison. Peut-être était-ce simplement le hasard, les circonstances, le moment précis dans l'histoire où je me trouvais. Mais je choisis de croire que ma survie avait un but. Enseigner, témoigner, montrer qu'il est possible de maintenir son humanité même dans les circonstances les plus inhumaines. Et surtout, montrer que le changement est possible, même chez ceux qui semblent les plus perdus. J'ai vu des hommes qui auraient pu devenir des monstres choisir un autre chemin. J'ai vu la compassion émerger de la cruauté. J'ai vu l'humanité survivre quand tout conspirait à la détruire. Si mon histoire peut donner de l'espoir à ne serait-ce qu'une personne, si elle peut montrer que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière peut persister, alors ces 32 jours auront eu un sens. Alors ma vie aura eu un sens. Le journal de Sarah fut préservé pieusement par sa famille pendant des générations et finalement donné aux archives historiques de Pennsylvanie dans les années 1950. Il reste là aujourd'hui, catalogué et préservé, un témoignage puissant d'une vie extraordinaire vécue dans des temps extraordinaires. Les historiens qui l'ont étudié sont unanimes. C'est l'un des témoignages les plus éloquents et les plus profonds de l'expérience de l'esclavage et de la liberté qui ait été préservée. L'histoire de janvier 1855 continue de résonner à travers les générations. Elle a été étudiée par des historiens spécialisés dans l'esclavage américain, analysée par des psychologues intéressés par les dynamiques de pouvoir extrême et la transformation sous stress, discutée par des éthiciens explorant les limites de l'autorité parentale et de la coercition morale. Elle a inspiré des thèses, des articles académiques, des débats passionnés. Certains y voient un exemple de cruauté maternelle poussée à l'extrême, un abus de pouvoir indéfendable malgré ses intentions supposées. D'autres y voient une tentative désespérée d'une femme en avance sur son temps de sauver ses fils d'eux-mêmes, de les forcer à confronter leurs préjugés et leurs violences avant qu'il ne soit trop tard. La plupart des chercheurs sérieux reconnaissent qu'il s'agit de quelque chose de plus complexe, de plus nuancé, que ne le permettent les catégories simples de bien et de mal. Ce qui est indiscutable, c'est l'impact profond et durable que ces 32 jours eurent sur tous ceux qui les vécurent. Ils transformèrent complètement la trajectoire d'une famille puissante. Ils contribuèrent, d'une manière infime mais réelle, aux changements sociaux qui allaient secouer le Sud dans les décennies suivantes. Ils démontrèrent que même dans le système le plus brutal, même dans les circonstances les plus désespérées, la transformation humaine restait possible. La vieille cave existe toujours, d'une certaine manière. La propriété Harlow fut vendue et revendue plusieurs fois après la guerre. La grande demeure elle-même fut finalement démolie dans les années 1920, ses matériaux récupérés pour construire d'autres bâtiments. Mais les fondations demeurent, et les caves aussi. Cachées sous la végétation qui a envahi les ruines, sous les arbres qui ont poussé à travers les anciens murs, les caves de pierre restent debout, témoins silencieux d'événements que peu connaissent et que moins encore comprennent vraiment. Parfois, des historiens locaux ou des chasseurs de trésors s'y aventurent. Ils trouvent une pièce vide, humide, couverte de mousse, de racines d'arbres, d'années d'abandon. Rien n'indique qu'un événement remarquable s'y soit jamais produit. Pas de plaque commémorative, pas de marqueur historique, juste des murs de pierre qui suintent et un plafond voûté qui s'effrite lentement. Mais si on reste silencieux assez longtemps, si on ferme les yeux et qu'on imagine, on peut presque entendre les échos de ces 32 jours, les disputes, les pleurs, les confessions murmurées dans l'obscurité, le moment où 5 jeunes hommes durent choisir entre devenir des monstres ou essayer d'être humains.
Le moment où une femme maintint sa dignité face à ceux qui avaient tous les droits de la détruire. Et quelque part, dans les archives poussiéreuses, dans les journaux intimes oubliés, dans les lettres jaunies et les documents légaux à moitié effacés, l'histoire attend. Elle attend d'être découverte à nouveau, comprise d'une manière nouvelle, discutée par une nouvelle génération qui fait face à ses propres questions sur le pouvoir, la justice, la rédemption, la possibilité du changement. Janvier 1855, une cave dans le Mississippi, 6 personnes, 32 jours. Une histoire qui pose des questions éternelles. Jusqu'où peut-on aller pour enseigner une leçon morale? Quand l'enseignement devient-il lui-même une forme de cruauté? Peut-on vraiment transformer quelqu'un par la force, ou la transformation doit-elle venir de l'intérieur? Comment maintenir son humanité quand tout conspire à nous la faire perdre? Et surtout, comment vivons-nous avec les choix que nous faisons dans nos moments les plus sombres? Cela s'est-il réellement passé? Les documents existent, fragmentaires mais suggestifs. Les noms ont été modifiés pour protéger les descendants, les lieux rendus volontairement vagues. Mais quelque chose comme cela aurait certainement pu arriver dans ce Mississippi d'avant la guerre, dans ce monde brutal où le pouvoir absolu créait des situations impossibles. Et c'est peut-être cela, le plus troublant. Pas la certitude, mais la possibilité. La conscience que dans l'histoire humaine, particulièrement dans les périodes sombres comme celle de l'esclavage américain, des choses aussi dérangeantes et complexes que l'enfermement de janvier 1855 ont certainement eu lieu. Peut-être pas exactement comme cela a été raconté ici, mais d'une manière ou d'une autre, quelque part, à quelqu'un. L'histoire officielle oublie souvent ces détails. Elle préfère les grandes batailles, les décisions politiques, les mouvements de masse. Mais la véritable histoire se passe dans les caves obscures, dans les décisions désespérées de femmes et d'hommes ordinaires confrontés à des situations extraordinaires, dans les moments où l'humanité est testée de la manière la plus brutale. À vous de décider ce que vous croyez. À vous de réfléchir sur ce que cette histoire, vraie ou construite, nous dit sur nous-mêmes, sur notre passé, sur les choix que nous faisons face au pouvoir et à l'injustice. Une chose est certaine, les échos de janvier 1855 résonnent encore, dans chaque lutte pour la justice, dans chaque moment où quelqu'un choisit l'humanité plutôt que la cruauté, dans chaque tentative de transformer le mal en bien, l'oppression en liberté, la haine en compréhension. Les murs de pierre se souviennent, et nous devons nous souvenir aussi.